Bienvenue à vous dans l'analyse du chapitre 1146 de One Piece, le calme avant la tempête. Avant d'analyser le chapitre en détail, on va parler de la page de couverture qui valide une théorie. Yamato va vivre exactement ce qu'a vécu Oden. Oden avait été expulsée, elle n'a pas été expulsée, mais elle se balade dans une région. Elle suit son aventure, mais à la fin, des brigands, des renégats, des gens qui ne sont plus acceptés, qui se situent sur l'île, qui se trouvent sur l'île, sont devenus du coup les acolytes de Oden. Et là, c'est exactement ce qui va se passer avec Yamato. Oden ne le voulait pas. Ils le sont devenus, ils ont décidé de l'être. Et c'est ce qui va se passer pour Yamato. Elle va avoir du coup, elle va créer ses propres nakama qui vont la suivre. Et donc, du coup, forcément, ça a un impact sur Yamato Mugiwara en tant que tel, non? Ça accentue beaucoup plus le Yamato qui vivra son propre aventure et qui rejoindra les Mugiwara à la toute fin pour l'ultime bataille, mais qui fera plus partie de la flotte qu'autre chose. Donc voilà, RIP, les Yamato Mugiwara, en tant que tel. Après certains diront: «Mais c'est déjà une Mugiwara un peu comme Vivi». Oui, bon, si vous voulez, mais en tout cas malheureusement, c'est pas ce que j'avais moi personnellement espéré pour être tout à fait honnête, mais ça me valide d'une théorie, donc je suis content. C'est plutôt cool. Allez, c'est parti du coup pour l'analyse complète du chapitre. Exactement, parler du Haki des rois parce que oui, moi je sors ma vidéo et je tourne la vidéo avec le chapitre en version officielle. Donc du coup, entre-temps, il y a eu beaucoup de communication sur le chapitre et je vois beaucoup, heu, de fans de One Piece me parler de Haki des rois et parler de Haki des rois tout simplement comme faille capable de vaincre, la seule faille capable réellement de vaincre les chevaliers divins, les membres du Gorosei et Im, en faisant référence à ce Haki des rois, de Joy Boy qui a impacté grandement Im. Alors du coup, on va recontextualiser et je pense que c'est vraiment important. Ce qui se passe, pourquoi on parle de ça? C'est parce que Gunko se régène. Un peu comme, ou totalement comme, les membres du Gorosei qui se régènent. Donc maintenant, est-ce que tous les chevaliers divins se régènent ou seulement Gunko? Je ne vois pas pourquoi est-ce que Gunko aura un traitement de faveur comparé aux autres, donc je pense qu'on peut partir du principe que l'intégralité des chevaliers divins se régènent. Et en partant de ce principe-là, on peut se dire, bah, le seul moyen de réussir à les toucher et de vaincre, c'est grâce à un Haki des rois très puissant, un Haki des rois qui a impacté, un peu comme on a pu le voir avec le Haki des rois scellé de Joy Boy, qui a, comment je viens de dire Joy Boy, qui vient d'impacter et qui a réussi à impacter directement les membres du Gorosei, qui les a directement renvoyés à Marijois avec une annulation complète des pouvoirs et de leurs capacités à l'instant T. Mais, moi, je vais partir sur un mais et je ne monterai pas dans ce train. Je peux me tromper, mais moi, ce train, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que ça pose un gros problème. Il y a un réel problème si jamais c'est le cas. Partons du principe que je me trompe et qu'il y a seulement le Haki des rois qui est capable de blesser et de réellement avoir un impact sur les chevaliers divins. Qui pour vaincre les chevaliers divins? Il n'y a pas deux chevaliers divins, il n'y en a pas trois. Ils sont une escouade complète. Ça voudrait dire que tous les combattants, tous ceux qui vont réellement affronter les chevaliers divins vont avoir besoin d'un acquis des rois, mais pas seulement un acquis des rois du niveau de celui de Luffy actuellement, qui est déjà monstrueux. Non, on parle d'un acquis des rois de l'élite. C'est impossible. Que autant de personnages arrivent à éveiller ce acquis, c'est impossible. J'y crois pas. Je ne pense pas que pour des personnages, certes importants dans l'histoire, importants de le lore, il y ait obligatoirement besoin d'un acquis des rois surdéveloppé pour les vaincre. Moi, je reste sur le train de me dire que ce n'est pas la puissance du Haki des rois de Joy Boy qui a fait que les membres du Gorosei ont perdu tout leur pouvoir, c'est parce que c'était le Haki des rois de Joy Boy. Il est certes puissant, le ciel s'est séparé en deux à lui tout seul. De toute façon, on n'allait pas faire. Oda n'allait pas montrer un Haki des rois de Joy Boy éclaté. Le but, c'est de nous faire rêver sur le passé, de nous faire rêver sur le personnage. Donc, il faut qu'il ait un Haki des rois qui nous marque. Il faut qu'il ait un Haki des rois impactant. Ça, pour l'instant, je pense qu'on est d'accord, c'est assez logique. Mais derrière, pour moi, l'impact, et Oda nous le montre réellement, c'est la réaction de Im. Im est impactée pas parce que le Haki est puissant, c'est parce qu'elle ressent la présence de Joy Boy. Elle ressent cette présence, elle a le souffle dans la nuque d'une remontada de la bataille du siècle oublié. Et surtout, ça rentre en corrélation avec les éléments de ce chapitre parce que Gunko nous parle, d'une projection d'un avenir qui avait déjà été énoncé par Barbe Blanche à Marineford. Et
Donc forcément, Im est informé, Im est préparé, Im sait que cette bataille va arriver. Et tout en sachant que cette bataille va arriver, son pire ennemi, Joy Boy, elle a ressenti sa présence, la réelle présence de ce Joy Boy-là. Ce Joy Boy qui a réellement existé, qui a scellé ce Haki. Donc je ne rentrerai pas non plus avec les fous du bus qui pensent que ce Haki, en fait, c'est le Haki de Luffy, parce qu'en fait, Luffy, c'est le Joy Boy du passé simple, de l'impératif. J'y crois pas. Dites-moi en commentaire si vous, vous y croyez réellement que finalement, il n'y a qu'un seul Joy Boy et c'est Luffy, et qu'en fait, c'est un voyage temporel. Dites-le moi en commentaire. Ça peut être intéressant si jamais quelqu'un arrive à me convaincre. Pour l'instant, tout du moins, moi, je n'y crois pas et je suis absolument pas dans ce train. Je ne veux pas monter dedans. Donc, parce que je n'y crois pas, tout simplement. Mais tout ça pour revenir sur ce Haki des rois, extrêmement puissant, qui permettrait du coup de toucher les chevaliers divins. C'est pas possible. Ça voudrait dire que pour combattre les membres du Gorosei, plus l'intégralité des chevaliers divins, ça va être réservé à combien de personnages? Combien de personnages vont réussir à la fin du manga à avoir un Haki des rois extrêmement puissant de ce niveau? Tout en sachant que actuellement, Shanks, si il existe ce Haki des rois et si ce Haki des rois le permet, on peut se dire que Shanks le possède. Il n'y a pas de doute, c'est le personnage avec le haki des rois le plus puissant qui nous a été permis de qu'on a rencontré actuellement dans l'histoire, tout en sachant que Dory et Broggy comparent le haki de Joy Boy à celui de Shanks. Donc il y a une similitude assez grande. Donc ça voudrait dire Shanks. Allez, donnons-le, on le donne à Barbe Noire si on veut. Je vois pas pour comment d'un seul coup il a ce haki des rois extrêmement puissant, mais c'est pas grave, on lui donne aussi. Il y a Luffy, ils sont 3. Allez, si vous voulez, Zoro. Ils sont 4. C'est problématique. On va pas le donner à 6, 7, 8, 9 personnages. 10 personnes vont avoir un Haki des rois surdéveloppé de l'élite, atteint un niveau que limite même Kaido n'a pas atteint. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour moi, cette théorie-là de seul le Haki des rois extrêmement puissant va permettre de vaincre les chevaliers divins arrive sur un socle, un blocage, un plafond de verre. Parce que sinon, ça voudrait dire que le seul capable de les vaincre ici actuellement, c'est Luffy. Un Luffy qui doit power up. Hein. Parlons d'un Luffy qui doit power up. Alors, l'intégralité des Mugiwara face à eux ne sert à rien, à part potentiellement les retarder, jouer avec leurs capacités de fruits du démon, mais ils n'auront pas d'impact pour les vaincre. Donc voilà, pour moi, cette théorie a un réel problème. Et c'est celui-là. C'est celui de la logique. Je peux comprendre qu'un entraînement pour Luffy, pourquoi pas, même si je ne vois pas l'intérêt actuellement. Mais partir du principe et du postulat que les chevaliers divins ont un niveau assez puissant, pour que les seuls capables de les vaincre actuellement, c'est un Luffy qui a besoin d'un power-up, alors même l'équilibre des forces est inutile. L'équilibre des forces actuellement, elle était nulle et non avenue. Tu envoies 3 chevaliers divins, ils vont botter les fesses de Kaido, tu envoies 3 chevaliers divins qui vont botter les fesses de Big Mom, il s'en fout. S'ils sont pas capables de les régène, s'ils sont pas capables de... S'ils sont capables de se régène et qu'ils n'ont pas un Haki des rois de l'élite plus qui atteint un niveau supérieur capable de les vaincre, alors ils sont immortels, donc ils peuvent y aller en fait. Et tous ceux qui me disent oui, mais ils avaient besoin des empereurs, ce n'est pas vrai. À aucun moment on a appris qu'ils avaient besoin des empereurs. Au contraire, les empereurs sont à la recherche du trésor qu'ils veulent cacher. Big Mom, elle, de son côté, essayait avec le troisième œil de pouvoir s'éveiller à avoir dans son équipage une capacité qui va lui permettre de lire les poneglyphes. Kaido, lui, était en train de préparer un armada de guerre pour rentrer en guerre avec le monde entier. Ils étaient en communication directe. C'est des personnages extrêmement dangereux, capables de bouger et d'impacter grandement le monde. Donc, ils n'ont pas besoin d'eux. S'ils avaient la capacité de les éjecter, de les faire dégager, ils l'auraient fait depuis longtemps. Sinon, pourquoi attirer un barbe blanche pour le vaincre? Ça n'a pas de sens. Donc, tous ces éléments-là, pour moi, rentrent vraiment en ligne de mire sur le fait de se dire qu'on ne peut pas avoir actuellement un Haki des rois extrêmement puissant, dans le sens c'est le seul outil pour vaincre les chevaliers divins, les membres du Gorosei. Vraiment, c'est pour moi un problème. Du coup, je ne rentrerai pas dans ce train-là. Je peux me tromper, mais c'est un train que je vais laisser sur le quai. Je prendrai le prochain, si ça vous dérange pas. Deuxième point important dans ce chapitre, du coup, c'est Usopp. Usopp a déchiqueté complètement Gunko. Gunko, après, voit la capacité. On voit la case, elle voit la chose arriver, elle ne fait rien parce qu'elle sait qu'elle va se régénérer. Donc, elle aurait pu esquiver le move. Mais encore une fois, Usopp nous montre qu'il est capable d'agir, qu'il est capable d'agir avec un pouvoir d'action extrêmement fort. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Et au-delà du pourquoi pas avant, qu'est-ce qu'il va en faire maintenant?
Voilà, je veux que Usopp brille un peu. Voilà, je veux que Usopp fasse un move intéressant et une capacité intéressante. Là, actuellement, on lui a donné un pouvoir de destruction assez fort dans le sens ça a touché un chevalier divin et ça l'a détruit. Mais les conséquences sont nulles et non avenues. Donc, du coup, actuellement, quelle va être la prochaine étape pour Usopp? Parce que actuellement, les seuls ennemis sur l'île, c'est les chevaliers divins. Donc, il est déjà en confrontation face aux chevaliers divins. D'où va venir cette évolution, du coup? J'ai hâte de voir ça, honnêtement. Je sais que j'étais l'un des seuls à dire que je ne m'attends pas à un développement du haki de Usopp. Un haki de l'armement, je n'y pense pas du tout. Mais maintenant, alors, comment faire? Comment réussir à avoir un rôle? Comment réussir à impacter? Comment réussir à jouer? Peut-être qu'il va réussir, avec sa malice, à retourner contre Gunko le pouvoir des flèches. Et ça serait très intéressant. Je l'attends peut-être là-dedans, tout simplement. Mais en termes de puissance, on a vu, ça n'a pas d'effet. Donc la puissance ne sera pas corrélée à un développement d'Usopp face au chevalier divin. On a une vraie séparation là-dessus. Donc maintenant, j'attends Usopp. Et je parle d'Usopp, mais je dois parler de Gunko aussi. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais j'ai réellement eu l'impression que Gunko se retenait. J'ai pas compris l'interaction entre Gunko et les Mugiwara, honnêtement. Je n'ai pas compris l'intérêt de parler d'une prophétie aux Mugiwara. Je vois pas l'intérêt de donner une importance tout en sachant que Gunko, pour elle, c'est un dieu. Les Mugiwara, ce sont des déchets. Ce sont même pas des humains. En tout cas, si, c'est des humains, mais les humains sont des déchets. Donc du coup, pourquoi prendre le temps de leur raconter la prophétie déjà énoncée par Barbe Blanche? Et pourquoi être aussi gentil? On se rappelle de ce qu'elle a mis à Loki. Loki qui était attaché. Loki qui était attaché, ils avaient besoin de Loki et pourtant on a vu ce qu'elle a fait comme dégâts à Loki. Pourquoi elle est si gentille avec les Mugiwara? C'est une vraie question. Est-ce que je suis le seul à avoir eu cette impression? Est-ce que vous n'avez pas du tout ressenti ça? Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle ne voulait pas blesser gravement les Mugiwara, qu'elle ne voulait pas les éliminer, que c'était pas dans son plan initial. Et, et voilà, je ne comprends pas son move. Son move, pour moi, ne me parle pas du tout. Donc ça m'intéresse d'avoir réellement votre retour là-dessus et de savoir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Est-ce que pour vous, vous avez réellement senti que Gunko était en mission, voulait abattre l'ennemi? Ou si Gunko était totalement différente de celle qu'on a vue depuis le début? Parce que quand elle est arrivée, depuis qu'elle est arrivée à Elbaf, elle est sans pitié aucune. Et là, je l'ai trouvée en pleine retenue. Et en plus, elle a donné des informations qui n'étaient pas forcément nécessaires. Voilà, ça m'intéresse. Et on est obligé de parler aussi de Brooke. Parce que du coup, oui, j'ai vu des gens créer à l'incohérence, j'ai vu des gens ne pas apprécier du tout le fait que Brooke puisse connaître les chevaliers divins. Alors que moi, avec du recul, je peux comprendre le propos. Je peux comprendre qu'on n'apprécie pas forcément en se disant oui, bah là, d'un seul coup, les chevaliers divins, personne n'en parle et lui, il sort l'information d'où? Bah, je pense que ça peut être intéressant, mais si on se projette sur la fin de l'œuvre. Voilà. Imaginez-vous que le manga est fini. Ça y est. Du coup, le manga One Piece est terminé. Quand un manga est terminé, il est facile pour nous maintenant de faire des corrélations entre les événements passés du manga à des instants T différents. Et du coup, pensez maintenant que les chevaliers divins, eux, ils ont un impact réel sur les gouvernements. Ils ne sont pas là pour arrêter les brigands, les pirates, ça c'est le bras armé officiel de la marine, qui est le bras du gouvernement mondial qui est la marine, mais les chevaliers divins doivent agir directement sur les pays qui ont une révolution, sur les pays qui ne suivent pas, sur les pays qui ne payent plus le tribut céleste forcément, sur des pays qui peuvent avoir un impact sur la force globale du gouvernement mondial. On les attend sur ce niveau-là. Et on apprend, et on a appris, mais on n'a pas encore eu de flashback, peut-être qu'on en aura un jour, peut-être pas, on verra bien, ou peut-être qu'on aura une information dans un SBS, mais on sait qu'à l'époque, Brooke, il n'a pas toujours été pirate. Avant d'être pirate, il travaillait du coup pour une nation. Il a donné sa force à une nation, à une royauté. Qui dit nation dit royauté, dit lien potentiel avec le gouvernement mondial. Et si tu as une structure et une armée, tu as de fortes chances d'être lié à ce gouvernement mondial. Parce que faut pas savoir, non, mais il faut savoir que si vous n'êtes pas affilié au gouvernement mondial, si vous n'avez pas de lien avec ce gouvernement mondial, très compliqué pour une nation de vivre et de survivre. C'est vraiment très compliqué parce que tu n'es protégé en rien et au contraire, tu peux être l'attaque de pirates et pas que de pirates, de membres eux-mêmes du gouvernement mondial. Il y a pas de et
Il y a Vous êtes laissé dans une misère totale. Vous n'avez aucun échange commercial connu, vous n'êtes pas dans les accords du GM. Donc s'il y a royauté, s'il y a nation, il y a potentiellement un lien avec le gouvernement mondial. Et pourquoi est-ce que Brooke est passé de boss d'une division armée d'une nation à pirate? Quand on devient pirate et qu'on part et qu'on fuit sa nation pour voyager à travers le monde, c'est qu'il y a eu un événement, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors potentiellement, Brooke a déjà rencontré des chevaliers divins, indirectement, par son roi. Que potentiellement, son roi a déjà reçu des chevaliers divins. Tout comme Harald a déjà échangé avec des chevaliers divins. Tout comme Dragon nous a expliqué que maintenant qu'il y a des nations qui sont en pleine révolution, maintenant qu'on a impacté le monde avec notre action, l'objectif premier était de faire bouger les chevaliers divins. Donc du coup, ça expliquerait logiquement pourquoi est-ce que Brooke le sait. Et ce qui est intéressant, ce que je vous disais, quand l'œuvre sera terminée, on trouvera ça tout à fait logique du coup, parce qu'on aura la narration complète. Et on comprendra, du coup, on se dira, bah oui, c'est logique, les chevaliers divins, ils sont en relation directement avec les gouvernements. La nation de Brooke était en litige avec le gouvernement mondial, ou a vécu un trauma avec le gouvernement mondial, ou a été abandonné. Donc forcément, il y a eu discussion avec des chevaliers divins, ou des chevaliers divins sont rentrés en action. Donc Brooke les a rencontrés, ça nous paraîtrait totalement logique. Donc voilà. Moi, du coup, ça ne me choque pas. J'ai pas de j'ai pensé à ça directement. Dites-moi, vous, en commentaire, encore une fois, vous avez pensé à quoi, vous, à ce moment-là? Est-ce que vous avez eu la même idée que moi ou absolument pas? Pour vous, c'est incohérent, ça sort de nulle part. Pourquoi est-ce qu'il les connaît? Même si il était le boss d'une division armée d'une nation, donc ça voudrait dire que forcément il est lié à la royauté ou en tout cas il est lié à des membres hauts du roi, bah, ça donne pas forcément d'explication sur le fait qu'il est en contact avec des chevaliers divins ou qu'il ait rencontré ou entendu parler des chevaliers divins. C'est possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi, j'arrive à voir une logique, peut-être qu'elle n'est pas partagée, mais à voir, du coup, par la suite. On voit que Colomb a été capturé, ça y est, mais c'est pas terminé. Les Mugiwara actuellement ont été surpris par les fruits du démon. Contrairement à ce que j'ai pu lire aussi, les Mugiwara n'ont pas été vaincus à mes yeux par Gunko, en tout cas pas actuellement, pas à 100% tout de suite. Ils ont surtout été surpris. C'est ce que je disais dans le chapitre précédent, et dans la review et la react du chapitre précédent, il y a surprise. Ils ne s'attendent pas du tout à son pouvoir, ils ne comprennent pas son pouvoir et on le voit entre Jinbei et Brook et l'échange du coup qu'il y a quand ils veulent attaquer. Maintenant qu'ils ont commencé à comprendre et voir leur pouvoir, ils ne vont pas abandonner. Il y a un enfant qui a été kidnappé sous leurs yeux. Il n'y a aucun monde où les Mugiwara se disent ah bon bah tant pis, on a perdu. Non, il va y avoir réaction. Donc maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir que vont faire les Mugiwara avec leur capacité à eux. Ce qui serait intéressant et ce que j'attends d'Usopp, comme je disais au début de la review, c'est que Usopp puisse utiliser son cerveau pour retourner le pouvoir de Gunko contre elle. Et ça, ce serait extrêmement intéressant. Et ça me ferait kiffer. On va passer à la fin du chapitre directement. Donc, il y a quand même... L'action se passe très vite, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, je trouve. À chaque review, à chaque chapitre de One Piece, il y a quand même pas mal d'analyses à faire. Et pour terminer ce chapitre, au-delà, je sais que d'autres ont aimé vraiment le lien, le parallèle qu'il y a entre Loki et Luffy qui sont en train de se régaler, s'éclater le bide. Il y a une vraie corrélation qui est faite entre ces deux personnages qui se ressemblent énormément. Loki qui écorche les prénoms comme Luffy peut le faire. Là, le flashback, on voit Loki vraiment en position Joy Boy mort de rire. Il y a une vraie similitude entre ces deux personnages. À voir maintenant Oda où est-ce qu'il va nous amener. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est pour Summer, Mind General. Mind General veut adresser un message à l'île. Quel sera leur message en sachant du coup que Killingham a mis en place un plan, ils ont un plan pour parler à toute l'île. Donc forcément, le kidnapping des enfants n'est pas terminé. Le kidnapping des enfants a une utilité, donc ils vont en parler, ils vont annoncer à l'île ce qu'ils font. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je disais dans la précédente review. Ce que j'ai dit dans la précédente review est arrivé. Du coup, Gunko a réussi à attraper Colon. Maintenant, que va faire Gaban? Si Gaban a la capacité d'entendre les voix, à ressentir vraiment le haki en ayant un haki de l'observation extrêmement poussé, la présence des chevaliers divins, est-ce qu'il va sentir la détresse de son enfant? C'est ça qui est important à mes yeux. Que va-t-il faire maintenant? En sachant que oui, je n'apprends rien à personne, il a déjà rencontré les chevaliers divins par le passé, car il fait partie de l'aventure de God Valley. Est-ce qu'on va avoir un flashback de God Valley via Gaban? À voir, en tout cas avoir des éléments de réponse sur les capacités des chevaliers divins.
À voir. Je sais que certains attendent un Haki des rois qui va permettre à Gaban et une formation de Gaban vis-à-vis de Luffy pour lui dire voilà comment vaincre les chevaliers divins. Mais encore une fois, moi je ne suis pas dans ce train-là parce que ça voudrait dire que seul Luffy est capable d'affronter les chevaliers divins réellement avec un impact fort. Et je trouverais ça vraiment dommage. Donc je ne suis pas dans ce train. Le point qui me chafouine un peu, je sais pas vous, mais le fait que Robin ne fasse rien. Bah, voilà. Elle reste là, choquée, en pleurs, pour essayer de. Pour moi, je suis désolé. Elle doit dire à Chopper, je te confie les enfants, je vais me battre aux côtés de Saoro. Et pour moi, c'est indiscutable. Et elle est là, elle parle pas. Ce qui est intéressant, c'est que Mind General, je pense qu'il sous-estime tellement les êtres qu'il a en face qu'il a même pas senti la présence de Robin et de Chopper. Donc son acquis de l'observation ne lui permet pas de ressentir cette présence-là. Ou sinon, il a ce acquis de l'observation-là, mais il considère les autres êtres autres que les chevaliers divins comme des déchets, ou comme les Tenryuto comme des déchets, que potentiellement ça peut être son talon d'Achille. Et forcément, à force de prendre tout le monde de haut, des fois, bah, on peut tomber soi-même de très haut. Donc à voir maintenant ce qu'il va donner comme information, ce qu'il va popper. J'ai hâte du coup d'être au chapitre prochain pour avoir réellement les informations et tout ce qui va Poucave. J'ai vraiment hâte d'y être. Vous allez pouvoir regarder cette review lundi à 17h. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Kiffez bien ceux qui sont en vacances. Force à vous ceux qui ne sont pas en vacances. Il y a une autre vidéo du coup qui sortira mercredi soir. Et on se retrouve du coup jeudi soir ou vendredi soir pour la React du chapitre 1147 du coup de One Piece. La ratripoiserie n'est jamais finie, je l'ai mal dit mais tant pis. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut. Je suis en plein montage et j'ai oublié de poser une question, donc du coup je vous la pose. Pas d'équation cette fois, pas d'addition, pas de soustraction, rien du tout. Quel est votre personnage préféré de One Piece? Mettez-le moi en commentaire.